Est-ce que vous connaissez Laszlo Anieks? En 2010, cet Américain commande 2 pizzas pour lui et ses enfants. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces pizzas lui coûtent 500 millions d'euros. Parce qu'à l'époque, il ne paye pas en cash, mais bien en bitcoin. Cette crypto-monnaie ne vaut alors qu'un quart de centime d'euro, mais en 10 ans, sa valeur a explosé et avoisine aujourd'hui les 60 000 euros. Le bitcoin, c'est le phénomène à la mode. Certains y ont perdu beaucoup d'argent, mais d'autres en ont gagné énormément. Et tout ça pose une question majeure. Cet argent, comment est-il taxé? Vous le verrez, en Belgique, la loi est un petit peu floue à ce sujet. Alors on a testé pour vous, et sur une question d'interprétation, on a gagné 20 000 euros. Pour mieux comprendre la faille, il faut d'abord qu'on parle de ça. C'est une fiche de déclaration d'impôt. Chaque année, les citoyens doivent la remplir pour déclarer l'argent qu'ils ont gagné, ce qui permet ensuite de calculer l'impôt qu'ils doivent reverser à l'État. C'est divisé en différentes catégories, comme par exemple ici la catégorie des salaires ou des allocations de chômage, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-ci, c'est la taxation sur les plus-values. La plus-value, c'est très simple, malgré que le mot fait un peu peur, c'est la différence entre le prix de vente d'un bien et le prix d'achat. Si j'achète par exemple ce marqueur 1 euro, mais que je le revends 3 euros, j'ai fait une plus-value de 2 euros. Et c'est cette plus-value que l'État va taxer. Là où ça se complique un petit peu, c'est que ce n'est pas toujours taxé à la même hauteur. Il y a 2 grands cas de figure. Le premier, c'est celui d'un professionnel, quelqu'un qui échange et qui vend des actifs à longueur de journée. Sa plus-value est alors taxée entre 25 et 50%. Par contre, si je me balade le week-end sur des brocantes à la recherche d'objets que je peux revendre plus cher par la suite, l'État considère que c'est un revenu divers dont la plus-value est taxée à 33%. Mais parfois, il arrive que la plus-value ne soit pas taxée du tout. C'est par exemple le cas quand je revends ma voiture personnelle. Cette plus-value ne doit pas être déclarée et n'est donc pas taxée. C'est une troisième catégorie un peu étrange qu'on appelle la gestion normale du patrimoine privé. Bon, ça c'est pour le cadre global. Mais quand il s'agit d'acheter et de vendre du Bitcoin, dans quelle catégorie est-ce qu'on tombe? Autrement dit, combien est-ce qu'on est taxé? Si on reprend nos 3 options, il y en a une qu'on peut éliminer dès le départ. Sur les 270 000 Belges qui achètent et vendent du Bitcoin, on peut partir du principe qu'une majorité d'entre eux n'est pas professionnelle. Ce qui nous laisse 2 options. Mais comment les départager? Eh bien, c'est pas si simple. Donc la ligne entre le 33% et l'exonération, elle n'est pas uniforme. La frontière est floue. Or, d'un côté, on est taxé à 33% et de l'autre, pas du tout. Il y a une faille et c'est cette faille qu'on va tenter d'exploiter pour gagner 20 000 euros. Voici Michel, notre personnage fictif. Michel est un jeune cadre dynamique d'une trentaine d'années. Il a récemment investi 13 000 euros dans les crypto-monnaies. Un investissement qui vient de lui rapporter 60 000 euros de plus-value. Bravo Michel! Mais cet argent doit-il être taxé? Pour y répondre, il faut s'intéresser à ce que dit la loi. La loi belge entend par gestion du patrimoine privé tout ce que ferait une personne prudente et raisonnable pour faire fructifier son argent. A l'inverse, tout ce qui n'est pas prudent et raisonnable est considéré comme du revenu divers, comme par exemple quand on achète quelque chose en pariant sur le fait que sa valeur va augmenter. Le principal critère qui permet de différencier les deux, c'est la notion de risque. Sauf que le risque, c'est très difficile à définir, surtout dans le domaine des crypto-monnaies comme le Bitcoin, dont la valeur évolue tout le temps. Le Bitcoin, c'est la star des crypto-monnaies et il a battu son nouveau record de valeur hier. C'est vraiment la chute sans fin des crypto-monnaies. Pour déterminer comment taxer les plus-values issues de la vente de Bitcoin, l'administration fiscale a mis en place une liste de 17 questions, censées aider à définir la notion de risque. On y retrouve par exemple le pourcentage du capital investi, ou encore le nombre de transactions effectuées. Ce sont ces critères qu'on utilise pour constituer le faux profil de Michel. Pourcentage du capital investi, 30%. Nombre de transactions effectuées, 40, en l'espace de 2 mois. Mais Michel a aussi su se montrer plus prudent et a levé le pied pendant près de 2 ans. Vous l'aurez compris, l'idée est ici d'être ambigu, de jouer sur la marge des critères, afin de trouver une faille. Après avoir bien peaufiné notre copie,
Nous allons maintenant la soumettre à l'administration fiscale. Puisque la loi est floue et qu'on risque une amende en cas de fausse déclaration, l'autorité fiscale a mis en place le service de décision anticipée, un comité qui analyse les dossiers avant la déclaration officielle, et c'est à ce comité qu'on envoie le dossier de Michel. Voici Florence Angelici, la porte-parole de ce fameux comité consultatif. Nous la rejoignons chez elle quelques semaines plus tard pour faire le point sur le dossier de Michel. C'est le moment de trancher. Michel va-t-il être taxé ou non ? Les experts de l'administration ont donné leur avis et leur verdict est implacable. Quand on regarde, on est plutôt vers une taxation en revenus divers. Aïe. Pour l'administration, Michel doit être taxé à 33%. Car selon eux, investir 30% de son patrimoine dans une valeur aussi volatile que les crypto-monnaies, c'est beaucoup trop risqué. Quand on met 30% de ce qu'on possède dans des crypto-monnaies, on court un risque plus important que dans d'autres types d'investissements. Ça, c'est certain. Michel rentre bredouille. Il doit déclarer sa plus-value et payer 20 000 € de taxes. Cette décision ne lui plaît pas trop. 20 000 €, c'est beaucoup d'argent. Alors il veut savoir s'il n'est pas possible de contourner cette décision. Le critère n'est pas très défini et donc on pourrait craindre de l'arbitraire. Maintenant, on a toujours droit d'avoir des réclamations et puis d'aller en justice. Je m'appelle Baptistin Alem, je suis avocat au sein du cabinet Turnings Tax Lawyer. Voici Baptistin Alem. Il est avocat fiscaliste et son truc, c'est les crypto-monnaies. Alors nous lui soumettons le même dossier qu'à l'administration fiscale. Et après avoir analysé tout ça, son verdict est implacable. Cette personne-là, on pourrait dire qu'elle se comporte comme un bon père de famille. Pour notre avocat, ce dossier peut être considéré comme de la gestion normale de patrimoine privé, et donc ne pas être taxé. Pourtant, c'est le même dossier que nous avons soumis à l'administration fiscale. Alors comment expliquer une telle différence ? Il faut vraiment regarder tout le dossier, et cette personne, elle a investi vraiment sur toute l'année. Donc elle a investi de manière échelonnée. Elle n'a pas fait courir à 13 700 € le même risque en une fois. Selon l'analyse de Maître Alem, la manière dont Michel investit dans le temps est prudente et raisonnable. Le curseur du risque évolue et Michel change de catégorie. Au passage, il récupère 20 000 €. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il va falloir maintenant soumettre ce dossier à un juge qui va entendre les arguments des deux parties et trancher soit en faveur du fisc ou de Michel. Mais selon notre avocat, c'est un dossier qu'on peut gagner. Normal ou anormal, c'est quelque chose de subjectif. Après, en principe, celui qui interprète la loi, que ce soit le contrôleur ou le juge, il est censé faire une analyse le plus objective possible. Résumons. Ce que nous montre cette histoire, c'est qu'il semble y avoir un décalage entre la manière dont 270 000 Belges investissent leur argent et la loi censée encadrer ces revenus. En fonction des interprétations, des citoyens comme Michel peuvent se voir taxés de manière très différente. Et si c'est si compliqué, c'est parce que la loi a plus de 60 ans. À l'époque, la notion de bon père de famille visait à motiver la population belge à investir, à soutenir l'économie sans devoir se soucier des impôts. Mais la finance était alors beaucoup plus limitée. Investir prenait du temps, de l'argent et des connaissances. Il fallait souvent passer par l'intermédiaire d'un professionnel qualifié. En réalité, cette loi ne bénéficiait qu'à quelques Belges, capables de se le permettre. C'est vrai qu'on peut se poser la question, à chaque époque correspond ses mœurs. Le paradoxe, c'est que la finance a évolué. La technologie l'a rendue beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, n'importe qui peut investir en quelques clics. Celui qui est dans le bus et qui prend son GSM pour regarder le cours et qui décide de vendre parce que ça a fort monté et qui sait que la crypto-monnaie, ça peut très vite descendre, ben cette personne-là, on pourrait dire qu'elle se comporte comme un bon père de famille. Alors qu'il n'a jamais été aussi simple d'investir, la finance, elle, se complexifie. Et la notion du risque, censée guider l'administration fiscale dans ses décisions, est de plus en plus difficile à définir. Les critères fournis semblent insuffisants et le ministre des Finances, lui, planche sur une réforme. En attendant, les 20 000 € demeurent de manière aléatoire, un manque à gagner soit pour Michel, soit pour l'État. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous investissez dans les crypto-monnaies et si le cas de Michel vous a peut-être éclairé sur la situation. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.